Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Léopoldville, janvier 1957. Un exposé de la BACO qui prétend parler au nom de la collaboration entre Congolais et Européens. Mais derrière les mots, une tension qui couve déjà entre les gens du bas et les gens du haut. Aujourd'hui, Congo Hebdo ouvre ses archives et vous donne le texte tel qu'il a été écrit, sans intermédiaire, sans réécriture. Bonjour à tous et bienvenue sur Congo Hebdo. Je suis André Kanza, je vous retrouve pour faire vivre la mémoire du journal Congo, fondé en 1957 par Philippe et Thomas Kanza. À mes côtés, comme d'habitude, Roger Kanza pour la mémoire historique et le terrain, et Philippe Chamamba pour l'analyse et la portée contemporaine. Avant de commencer, je vous invite, comme toujours, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour que cette mémoire continue de circuler. Je voudrais avant toute chose rappeler ce qui fait la ligne de cette émission depuis le premier jour. Nous ne sommes pas ici pour raconter une histoire selon nos préférences ou selon les modes du moment. Nous portons la vérité des archives. Les textes que nous lisons sont reproduits exactement tels qu'ils ont été écrits à l'époque, sans coupure et sans retouche. Là où d'autres se posent en historiens de service et fabriquent une histoire à leur mesure, nous choisissons de nous en tenir aux faits, rien que les faits, et de laisser les documents parler. C'est cette exigence qui nous permet aujourd'hui de remettre certaines vérités à leur juste place. Le document que nous allons lire aujourd'hui est un exposé publié par la BACO dans les colonnes du journal Congo en janvier 1957. Il porte sur la collaboration entre Congolais du haut et du bas, sur les rapports avec les Européens et sur les élections qui se préparaient alors dans les cités à l'occasion du nouveau statut des villes. Voici le texte dans son intégralité. La BACO s'est réunie, son exposé. L'émission d'aujourd'hui se compose en deux parties. Aujourd'hui, nous vous proposons la première partie. Voici le texte. La BACO s'est réunie. L'exposé de la BACO. Première partie, notre collaboration doit être à la fois libre et loyale. Collaboration suppose deux ou plusieurs personnes, au moins, qui travaillent ensemble pour un but commun. Le mot collaborer peut avoir différents sens suivant le but visé. Nous n'abuserons pas de votre temps en faisant la controverse de cette notion. Il nous suffit de retenir le sens qui nous intéresse. Notre but commun est de travailler ensemble pour un Congo en paix, libre, prospère et heureux. Pour atteindre cet idéal, il faut des hommes de bonne volonté. La bonne volonté suppose la liberté, car il faut que ces hommes de bonne volonté s'entendent sur les principes à adopter, les moyens à employer en évitant tout ce qui porte atteinte aux droits des individus. Ce n'est qu'après cette entente que notre action pourrait s'exercer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
En ce qui concerne l'intérieur du pays, l'entente est générale. Mais nous devons former un front unique car il n'y a ni frontière ni barrière entre les Congolais du Haut Congo et du Congolais du Bas Congo. Cette distinction n'implique pas une notion de cloison ni une division administrative ou politique. Aussi, les Congolais du Bas-Congo sont-ils installés depuis de longues dates dans les régions du Haut-Congo où ils se marient avec les habitants et y fondent des familles. De même, les Congolais du Haut-Congo se sont également émigrés dans nos régions et y ont fondé des foyers. Ces relations et d'autres ont contribué au rapprochement de ces divers groupements ethniques. L'échange de sang qui découle dans ces unions constitue des alliances librement conclues, alliances de fidélité au respect des droits des habitants, loi fondamentale qui garantit la paix. Dans les villes où les rencontres sont plus nombreuses et fréquentes, nous vivons la même vie, nous habitons la même parcelle, nous nous solidarisons dans le bonheur comme dans le malheur. Nous nous rencontrons au chantier, à l'usine et au bureau et travaillons ensemble. Nous avons les mêmes soucis, les mêmes difficultés et les mêmes aspirations. Parler de mésentente entre nos concitoyens du Haut-Congo nous, nous et non, est un non-sens. Pardon. Cette idée est l'effet de la machination de l'ennemi de notre entente générale qui s'efforce à semer la haine et la discorde parmi nous pour des buts politiques. Attention, ne nous y laissons pas perdre. Des querelles individuelles ne manquent pas dans les meilleures familles du monde. Mais ces disputes sporadiques n'affectent pas notre entente générale qui est le levier de notre collaboration. Quant à notre action extérieure, nos efforts doivent s'encadrer dans l'ordre du mouvement général des peuples. Et au moment où le peuple sont solidaires pour un monde meilleur, où règne la liberté, la justice et la paix, nous ne pouvons continuer à nous isoler. Nous devons participer à l'effort général des peuples pour le règne de la paix dans le monde. La deuxième lecture de cette, après la première, il est au titre de notre collaboration avec les Européens de mœurs traditionnelles. Une tradition pleine d'humanité et de charité. À dater du premier Européen qui a mis pied sur le sol congolais, nos ancêtres accueillaient amicalement. Ils se pratiquaient la même tradition pour recevoir les Congolais d'un autre clan, pays ou race. Lorsqu'un étranger arrive dans un village, les habitants lui apportent des présents, généralement des produits de leur pays, œufs, poules, fruits, ainsi de suite. Ces gestes symbolisent l'amitié. Une fois les présents acceptés, l'amitié est conclue. Et si l'on s'approche de lui pour demander le motif de sa visite et ses intentions, veut-il s'installer dans le pays ou on lui donne un terrain pour travailler? S'il est un homme honnête, il ne tardera pas à gagner leur confiance. Si, après un séjour déterminé, il exprime sa volonté de retourner chez lui, il retourne librement comme il était venu, mais ne vendant ni champ ni terrain après lui, car le terrain lui a été cédé gratuitement et ces champs doivent contribuer à la prospérité du village. Mais si l'étranger est malhonnête au point de ne pas savoir respecter les droits des habitants, le Conseil des Anciens décide éventuellement son rapatriement après l'avoir entendu. Ainsi, lors du passage de Stanley à Gobelutete, les habitants sont venus lui offrir des présents, des œufs, des poules, des bananes.
Dépourvus de tous ses vivres, nos ancêtres pourvoyaient à ses besoins. Mais comme son estomac n'était pas habitué à cette nouvelle alimentation, sa santé laissait à désirer à un degré inquiétant. Ayant tenu conseil, les anciens décident d'envoyer des hommes à Boma pour chercher des vivres et sauver la vie de Stanley. Arrivé à Boma, il rencontre un navire hollandais dont le capitaine, ému de pitié pour Stanley, fournit les vivres désirés. Rétabli, Stanley reprend son chemin. Arrêtons-nous un moment ici pour admirer la grandeur d'âme de nos ancêtres et la haute valeur de leur qualité morale. Voilà ce que l'on perd parfois de vue lorsqu'on nous traite de xénophobes et révolutionnaires. Sachez bien, messieurs, que si notre esprit était tel, la tombe de Stanley se trouverait à Gombelutete. Et bien malin celui qui la découvrirait, car à cette époque, les Bakongo possédaient depuis longtemps des fusils à poudre en grande quantité, pendant que Stanley s'aventurait librement à travers nos champs et forêts. La mort de Stanley aurait comme conséquence probable de mettre notre grand roi, Sa Majesté le roi Léopold II, dans l'impossibilité de faire du Congo un territoire belge. Nous ne nous écarterons pas de la ligne de conduite traditionnelle de nos ancêtres. Nous pratiquerons leur politique traditionnelle de vivre en paix, de respecter les droits des habitants. En troisième partie de ce texte, au titre de appliquons les principes énoncés ci-dessus dans le cas particulier des élections qui vont se dérouler dans nos cités à l'occasion des statuts des villes. Nous voulons que ces élections soient libres. Il doit être mis fin au régime de désignation de représentants du peuple qui parlent au nom du peuple sans être mandatés par lui. Nous ne voulons plus des représentants du peuple qui font la volonté de ceux qui les ont désignés au lieu de servir les habitants. Nous ne voulons plus des représentants du peuple qui sont désignés pour servir des instruments politiques. Nous insistons pour que l'attention des autorités responsables soit attirée. Le Congo est un pays de paix. Seul le régime démocratique peut sauvegarder la paix du Congo. Le régime de désignation est néfaste et comme tel, il doit être immédiatement écarté car pareil régime entraîne dans le pays communiste l'effusion du sang. Et vous êtes tous d'accord que ce n'est pas cela que nous entendons de cette collaboration. La collaboration confiante et sincère que nous souhaitons n'est peut-être acquise que par une acceptation libre. Tout procédé qui se passe de la justice et qui ne respecte pas les droits du peuple finira par une catastrophe lamentable. La Belgique est un pays démocratique. Il ne se concevrait pas qu'on adopte au Congo un régime communiste. Tous ceux qui recourent à la tutelle ou au paternalisme pour maintenir des procédés arbitraires ne font que ravaler la dignité humaine et méconnaître les droits du peuple. Voilà, chers amis, le texte tel qu'il a été publié en janvier 1957. Nous allons maintenant en discuter avec Roger et Philippe. Bonjour Roger. Bonjour André. Alors, Roger, dis-moi, qu'est-ce qui que se passe-t-il exactement à Léopoldville en ce mois de janvier 1957 pour que la BACO ressente le besoin de publier un tel exposé? Bonjour André, bonjour nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui prendront cette émission euh, en décalé aujourd'hui, demain et après-demain, les mois à venir. Nous vous disons bonjour. Voilà. André, je pense que pour que la BACO puisse euh,
se sentir un peu, se sentir, ah non, pas se sentir, mais plus qu'il justifie sa, justifie ses allégations, tout ce qu'on lui, euh, tout ce qu'on lui, je dirais, impute. Donc, il devrait en quelque sorte euh, pas se justifier, mais dire ce qu'il a dans le ventre. Alors, nous savons que l'ABACO n'était pas au préalable une partie ou un parti politique. Donc, il devrait quand même euh, dire ou manifester ses raisons profondes d'être. Nous savons tous que c'était d'abord une association culturelle, des Bakongo, et étant une grande association qui impliquait, puisqu'étant dans la ville de Kinshasa, la majorité des peuples qui étaient à Kinshasa, c'était les peuples Mukongo. Donc, le peuple Mukongo, comme nous le savons, c'était un peuple accueillant, un peuple ouvert, un peuple qui a connu, bien avant euh, l'installation des Belges, il a toute une histoire derrière lui. Donc, il ne pouvait pas supporter qu'on lui impute toutes ces allégations par des gens qui ne connaissaient pas à cette époque-là son histoire. Il était le seul peuple à se connaître et à connaître sa manière de faire, sa moralité, ses traditions, etc., etc. Donc, la BACO étant une association des Bacons, une association culturelle, c'était quelque chose de nouveau pour les autres peuples. C'était quelque chose d'exotique en quelque sorte. Alors, on lui a imputé beaucoup de choses, des antivaleurs pour lui. Alors, il se sentait, mais non, je ne peux pas rester euh, sur le banc des accusés, je dois aussi me justifier. Je dois apporter à la population pour les générations futures et pour ces générations-ci, c'est que ce qu'était la BACO et ce qu'elle est devenue, étant en quelque sorte une sorte de tuteur pour, je dirais pas pour l'indépendance, parce que ce n'était pas encore le cas, mais une sorte de, de coach pour amener le peuple, non seulement au Congo, mais pour amener le peuple du Congo vers l'indépendance. L'indépendance vers les Kipwanza, puisque cette association culturelle de Bakongo n'était pas. On lui a donné, on lui a donné un autre cadre qu'il devrait assurer. Et le peuple voyait ça d'un œil un peu confus. Il ne savait pas ce que c'était exactement. Est-ce que c'est une association politique, culturelle, ou quoi? Donc, il devait, en quelque sorte, se justifier et mettre à la place publique son identité. Alors, donc, c'est pour ça qu'on disait, il faut se souvenir que la BACO n'est plus en ce moment-là une simple association culturelle autour du Kikongo, bien, autour de Bakongo, autour de la ville de Léopoldville. Il est devenu un acteur politique de premier plan, puisqu'il n'y en avait pas d'autres comme lui, puisqu'il était au cœur même des discussions, au cœur même non seulement des discussions de Kinshasa, mais nous savons qu'il y a eu à cette époque-là, même bien avant, hein, au 19e siècle, début du 20e siècle, des, 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 des cadres ou des gens qui avaient déjà fait l'Europe, n'est-ce pas? D'autres étaient retournés, d'autres n'étaient pas retournés, et les autres avaient peur, ils imputaient à la Bako et au Bakongo des idées qui n'étaient pas les leurs. C'est pour ça qu'ils devraient répondre, je ne dirais pas une accusation, mais aux allégations qui lui ont été imputées. Donc, elle est devenue un acteur politique de premier plan. Et la question du futur statut des villes met justement en jeu qui va administrer demain les communes de Léopoldville. Parce qu'à Léopoldville, il n'y avait pas que des Bakongo, il y avait
aussi d'autres races, et majoritairement, enfin pas majoritairement, et la plus grande partie de peuples venaient d'en haut parce qu'il y avait le fleuve, hein, ceux qui descendaient, ceux qui faisaient le commerce, ceux qui voyageaient prenaient le fleuve Congo, ils descendaient jusqu'à Kinshasa. Et à Kinshasa, les Belges avaient construit cette société de fabrication de bateaux, en quelque sorte, Chanik, et on trouvait dans cette entreprise beaucoup de gens de haut. Donc, Léopoldville était devenu une plaque tournante entre le bas Congo, Kinshasa, et ceux venant du haut Congo. Donc, c'était une sorte de... maintenant qu'on sent, il y a une ébullition, il y a des intellectuels, il y a ce mouvement de libération qui sévissait dans le monde. Et on voyait déjà le Ghana, on voyait déjà d'autres pays d'Afrique. Maintenant, la question se posait, mais qui va administrer la ville de Léopoldville? Et c'est dans ce climat que la BACO choisit de publier un texte qui se veut rassembleur, hein, pour couper court aux accusations ou aux allégations qui n'étaient pas fondées de régionalisme qu'on commence déjà à lui adresser. C'est ça le problème, c'est ça, enfin, les nuages noirs sombres qui planaient sur la ville de Kinshasa. Mais les Belges le savaient, et c'était pour eux aussi une occasion, c'était des instruments de manipulation entre le peuple de haut et le peuple de bas, comme ce qui se passe toujours dans des pays colonisés. On doit toujours trouver deux protagonistes qu'on peut utiliser au moment opportun. Voilà en quelque sorte la situation qui sévissait à cette époque-là dans la ville de Kinshasa, Léopoldville à l'époque. Voilà, André. Merci beaucoup, Roger, de ton éclairage, très intéressant. Je me tourne vers Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour André. Alors, Philippe, on vient d'entendre Roger dans son exposé qui nous donne une orientation, une lecture de cette lettre adressée de la BACO adressée en 1957. Mais dis-nous, Philippe, si on se place du côté de l'administration belge qui lit ce texte à l'époque, quel message la BACO cherche-t-elle vraiment à faire passer? Merci pour la question. Bonjour, bonsoir à nos téléspectateurs. Tout dépend de l'heure à laquelle ils nous suivent, de l'endroit où ils sont. Alors, ce texte, si on regarde bien, il a un double destinataire. Donc, il s'adresse d'abord aux Congolais pour affirmer une fraternité entre le Haut et le Bas Congo. Deuxièmement, il s'adresse tout autant en filigrane au gouverneur général. On sait que le gouverneur général, lui, représentait le roi de Belge au Congo. Et à lui, Abako veut prouver qu'il est un interlocuteur responsable et non un mouvement xénophobe comme on le pensait à l'époque. Certains le laissaient attendre. Alors, si on regarde bien, si on se place au point de vue de l'administration coloniale belge de l'époque des années 50, ce texte est beaucoup plus qu'un simple appel à la collaboration. Donc, c'est un message politique soigneusement construit qui combine la modération dans le ton et la fermeté dans leurs revendications. Alors, l'ABACO cherche dans ce texte à passer plusieurs messages à la fois. Et d'abord, elle dit à l'administration belge qu'ils ne sont pas les ennemis de l'administration. La BACO, elle n'est pas un ennemi des Belges. En insistant sur la tradition, bon, il l'a fait en insistant sur la tradition d'hospitalité. Quand ils ont donné l'exemple de Henry Morton Stanley, ils montrent quoi, nous, ils leur rappelaient comment ils ont fait et affirmé à maintenir une collaboration avec les Européens par rapport au traitement qu'ils ont donné à Henry Morton Stanley,
l'Écossais, le garde du pays des Galles qui était venu chercher Livingstone, envoyé par la reine anglaise. Là, il y a trop, je ne veux pas en détail. Et alors, si on regarde bien, la Abaco refuse d'être assimilée à un mouvement révolutionnaire ou xénophobe par rapport à ces textes. Ensuite, elle affirme une collaboration ne peut plus être fondée sur une domination entre l'administration belge et l'Abaco. L'Abaco montre que non, leur relation ou leur collaboration ne peut plus être fondée sur la domination. Donc le mot collaboration revient constamment, mais il est défini. Donc, il ne s'agit plus d'une relation coloniale où la Belgique commande et le Congo obéit. Donc, elle doit devenir une relation entre partenaires libres et égaux. Alors, le troisième message est plus ferme. Donc là, maintenant, la BACO part de la légitimité qui appartient désormais au peuple congolais. Lorsque la BACO réclame des élections libres et critiques, les représentants désignés par l'administration, elle remet directement en cause l'un des mécanismes essentiels du pouvoir colonial. Alors, autrement dit, elle dit que l'administration belge ne peut plus choisir les porte-paroles des Congolais. Donc, eux-mêmes, ils doivent se représenter. Là, Abaco insiste. Et, le quatrième message qui est caché là est presque un avertissement. Donc, sans employer un langage de menace, le texte explique que si les droits politiques continuent d'être refusés, leurs droits politiques continuent d'être refusés, les conséquences seront graves. Il est en train de, Abaco averti. Et lorsqu'il affirme que tout procédé qui se passe de la justice finira par une catastrophe lamentable. Donc, l'Abaco laisse entendre que le maintien du système colonial risque de provoquer des troubles dont la responsabilité incomberait les autorités belges de l'époque. Enfin, euh, excusez-moi, le texte cherche à montrer que l'Abaco est un interlocuteur crédible en invoquant la démocratie, la paix, les valeurs de la Belgique. Donc, le mouvement retourne contre la puissance coloniale, les principes qu'elle revendique elle-même. Le raisonnement est simple là-dessus. Donc, si la Belgique est réellement démocratique, elle ne peut pas refuser aux Congolais des droits qu'elle accorde à ses propres citoyens. Et c'est ça. Donc, pour la BACO, vous nous parlez de la démocratie, vous nous parlez, ça se passe comme ça en Belgique. Pourquoi pas ici chez nous? Pourquoi on ne peut pas le faire? Donc, ainsi, un administrateur belge de l'époque aurait probablement lu ce texte comme un document à double niveau. Donc, en surface, un discours de conciliation et de coopération, mais en profondeur, une déclaration selon laquelle l'ordre colonial est devenu politiquement et moralement indéfendable et qu'il doit céder la place à un pouvoir fondé sur la souveraineté populaire. Donc, il faut qu'il y ait les élections pour qu'eux-mêmes puissent diriger. Ce système de paternalisme, comme on a toujours dit, j'en avais assez, ils disent non, stop. Ici, il faut que nous choisissons nos porte-paroles à nous, et ce n'est pas à vous de nous les choisir. Et c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup de ton retour. Là, on voit, c'est un peu les appels de pied de 1957 par rapport aux événements de janvier 59. Là, ça commençait déjà à de faire passer des messages euh, d'alerte, pour ainsi dire. Alors, Roger, je reviens vers toi. Ce que je retiens surtout dans ce texte, c'est le langage de la fraternité, du front unique, du haut et du bas. Est-ce que cette attente est sincère à ce moment-là ou est-ce que c'est déjà une posture politique? Bonjour André, je pense qu'il faut distinguer ce genre euh, ce genre de discours, puisque dans le mécanisme de la politique, il y a toujours deux faces. Il y a une pile et il y a la face. Donc, il y a le plan B et il y a le plan A et il y a le plan B. Alors, on essaye un peu euh, de jauger, puisque la BACO,
ça prenait de l'ampleur, c'était une partie d'abord culturelle qui englobe. Quand c'est culturel, c'est une sorte d'appel d'air pour ceux qui se ressemblent. Et après, ceux qui se ressemblent doivent obligatoirement se rassembler avec ceux qui ne sont pas comme eux, donc ceux du haut. Alors, dans dans cette vision-là, ceux qui ont introduit le nom de la démocratie, qui ont introduit le mot démocratie, qui ont introduit d'autres systèmes de politique, les élections et tout ce genre de choses, sont des maîtres en la matière. Et ils ont importé ce système à un peuple qui, des années durant, ou bien des temps passés, avait des chefs traditionnels, avait des rois, avait un autre système qu'est la leur. Donc, si on les amène dans notre système, nous saurons les mettre, comment tirer les ficelles et tout ça, etc. Et c'était une sorte d'appât pour l'étranger. Comment voulez-vous parler de politique de démocratie alors que vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas passé par les élections et dès le départ, il y a cette sorte de confusion déjà mise autour de vous, au milieu de vous, en essayant d'extraire des avis contraires et de vous imputer certaines pensées qui ne manent pas de vous. Le problème, c'est quoi? Le problème qu'il y a ce danger que ce peuple-ci, le peuple Congo, soit comme les autres peuples, comme le Ghana, comme le peuple qui a eu leur indépendance. Donc, il faut faire tout ce qui est à notre possible, à notre, pouvoir d'empêcher ça. Mais édulcorons cela pour que le peuple là qui vient, on se souvient qu'il n'y avait pas beaucoup d'élites dans le pays. Mais par contre, par ceux qui ont colonisé le peuple, et eux, c'est des gens qui avaient la démocratie, qui avaient la royauté, qui éduquaient, qui instruisaient ce peuple-là. C'était des maîtres en la matière. Maintenant que le peuple Congo commence à comprendre le mécanisme, n'est-ce pas? Ils ont eu cette occasion d'avoir cette association par le papa Nzezalandu, culturel. Je pense que c'était un homme aussi instruit, qui comprenait les choses. Et autour de lui, il y avait des gens qui aussi étaient instruits, qui comprenaient le mécanisme, qui lisaient, des autodidactes, n'est-ce pas? Pour eux, c'était l'occasion ou jamais d'essayer de sortir de cet enclos. Cet enclos, ils étaient toujours surveillés, n'est-ce pas? Ils étaient toujours, comment dirais-je, ils étaient toujours, euh, euh, ils avaient des pions, hein, les colonisés avaient des pions, avaient des gens qui leur appartenaient, il y avait des missionnaires euh, qui, qui non seulement étaient là pour les choses religieuses, mais aussi la politique. Hein, c'était les missionnaires mais du roi, c'était les sujets du roi, tout était là, tout était réuni pour que on donne l'impression, n'est-ce pas, que ce peuple va se libérer, on lui donne le goût de la liberté, mais quelque part, on le tient par une laisse assez élastique. Donc, on veut l'entendre. S'il est déjà majeur, s'il est déjà capable, s'il est dangereux ou pas, en commençant par la Bako, n'est-ce pas? Après, il craignait beaucoup, mais ce peuple-là, mais c'est suffit d'un royaume d'antan. Ils ont fait des batailles de combat contre les Portugais, contre les Hollandais, contre ceci, et tout ceci, ça laisse des stigmates. Ils savent qui nous sommes. Quelque part, il était marqué là, n'oubliez pas qu'ils avaient des fusils, ils avaient déjà la poudre à canon, ils avaient des fusils. Donc, il peut mettre un stratège qui nous rendrait la vie difficile. Alors, c'était un peuple à surveiller. C'était un peuple à surveiller. Alors, on voit que
qu'on le veuille ou pas, le temps passe, le peuple s'instruit et ce qui devrait arriver arrivera d'une manière ou d'une autre. En 1957, et les choses se sont déroulées. 1957, et en 1960, il y avait déjà la table ronde. On voit la vitesse à laquelle les choses se sont déroulées. Et il y avait déjà des gens qui étaient des visionnaires à ce temps-là. Mais il devrait, c'est-à-dire que les chats devraient sortir du sachet ou les amis. Ils devraient sortir. Alors, donc quand on parle du niveau de ce peuple ou la cohabitation, n'est-ce pas, ils espéraient que les autres comprennent comme eux, ils comprennent les choses. Mais comme on dit en français, en anglais, il y a toujours des house negro, des gens qui veulent être bien vus par le chef, n'est-ce pas? Et ça rendait les choses un peu plus difficiles parce que parmi les autres, il y avait aussi des gens intellectuels, mais qui jalousaient un peu, qui voyaient d'un mauvais œil que l'Abaco, synonyme des Bakongo, contrôlait la capitale, cette capitale, alors que d'autres qui aussi avaient des éléments valables, on ne doit pas les laisser s'entendre. Donc, on doit toujours mettre la zizanie entre eux pour qu'on les contrôle, parce qu'il y a le général Janssen avait dit avant l'indépendance sera comme après l'indépendance. Donc, tous les simagrées que les gens, pour eux, que le peuple faisait tout ça, ils se disaient que les choses étaient sous contrôle. Mais on les laisse s'amuser à la démocratie et aux choses et tout ça. Et à la fin, nous avons vu que, bon, il y a eu il y a eu de bagarres entre les Bakongo et les Bangala quand il y a à l'indépendance. Sauf que vous êtes au Congo, vous habitez dans tel quartier, tu ne peux pas aller passer par chez les Bangala. Et on te posait des questions, dis ceci en lingala, ou bien en Boudza ou en Kimongo. Un Mukongo qui n'a jamais parlé de Kimongo ou de Boudza, il ne saura pas le dire. Ou Un bien mot- un il Boudza, fallait, il y avait un système, il y avait un système de mots de passe. exactement, comme un Mukongo qui arrêtait un Mongala, tout ça, on lui disait, dis ceci en Kikongo, s'il n'arrivait pas à le dire, un collabo, un collaborateur. Donc, il se préparait, donc il y avait des stratégies déjà mises en place pour s'aimer la zizanie entre ces deux peuples-là. On va les laisser aller, monter, jusqu'à un certain niveau, et puis après, on va faire en sorte que les choses aillent mal. Mais, mais, comme on dit toujours, il y a les grands esprits des deux côtés, et ceux qui amènent les choses plus haut pour voir, ceux qui montent plus haut pour voir l'horizon de l'avenir du Congo. Alors, on en est là jusqu'à aujourd'hui. Si ça devait être différemment, donc aujourd'hui, ça allait être aussi différent. Mais ce sont des stratégies mises en place par, euh, par ceux qui sont venus d'ailleurs pour nous contrôler, parce qu'ils savaient que si on laisse ce peuple, si on les aide à s'unir et à s'entendre, bon, notre part serait où? Voilà en quelque sorte euh, ceux qui se tramaient dans les coulisses, dans les ministères, dans, dans les chambres hautes à l'extérieur. Parce qu'il y avait la communication, ils se communiquaient, le rapport. Ah, ils ont dit quoi là? Ah, il y avait d'autre part les missionnaires qui missionnaient et d'autre part les politiques qui faisaient leur politique pour que ce peuple-là ne voyez ce que je veux dire. Ah, Ok. Now, voilà. merci de ton retour. Philippe, je me tourne vers toi. Euh, Est-ce que ce texte n'est pas d'abord un texte qui prépare le terrain avant les élections municipales, plus qu'une simple déclaration de principe sur la paix et la collaboration? Oui, merci pour la question. Oui, bon, exactement. Donc,
Ce qui me frappe de plus, c'est quand Labako insiste autant sur le régime démocratique contre le régime des désignations. Et là, on voit elle défend un principe, certes, mais elle défend surtout la conviction que les Bas-Congo, qui étaient majoritaires dans la ville, dans Léopoldville, pour Labako, il pensait que le parti sortirait gagnant d'un scrutin libre, puisque Léopoldville, c'était une ville de Bas-Congo. Et derrière les grands mots, il y avait un calcul électoral très conservateur, si on regarde bien. Et à la question de savoir si ce n'est qu'une simple déclaration de principe sur la paix et la collaboration, là, je dirais oui. En fait, c'est une lecture qui était historiquement très défendable. Et si l'on place ce texte dans son contexte, celui-ci apparaît moins comme une déclaration abstraite sur la paix que comme un document de stratégie politique, ce qui était composé à la veille des élections municipales. Donc, l'ensemble du texte conduit progressivement vers son véritable objectif, hein, qui est exposé dans la troisième partie, qui, après avoir tout lu. Et les deux premières parties servent en quelque sorte de préambule. Et dans la première partie, si on regarde, ici, Labako construit son image. Donc, elle présente comme un mouvement responsable national attaché à l'unité des Congolais et non à l'affrontement. Et dans la deuxième partie, elle rassure les autorités belges en affirmant qu'elle ne remet pas en cause la présence des Européens en tant que telle, mais seulement les injustices pour eux. L'injustice qu'on a pour eux, ça ne pouvait pas continuer. Et puis, la troisième partie, elle arrive à son objectif concret, donc les élections municipales, coûte que coûte. Et à ce moment-là, le message devient très précis et la BACO demande la fin de la désignation des représentants par l'administration, des élections véritablement libres. Elle demande là, la reconnaissance du droit des Congolais à choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Autrement dit, le texte cherche à créer les conditions d'une légitimation politique de la BACO. Et si les élections sont libres, le mouvement est convaincu qu'il dispose d'un fort soutien populaire, parce que pour eux, Kinshasa était plein de Bas-Congo, notamment parmi les Bas-Congo et dans les centres urbains comme à Léopoldville. Et là, on peut même aller plus loin. Donc, ce texte est aussi un message adressé à plusieurs publics simultanément. Donc, aux Congolais, il dit initiez-vous et participez aux élections. Aux autorités belges, il dit ne manipulez pas les scrutins et acceptez les verdicts des urnes. Et observateurs internationaux, Abako montre que, donc pour l'Abako, hein, il montre que l'Abako défend des principes compatibles avec la démocratie des libéraux et non avec une révolution violente. Donc, c'est ce que l'Abako représente là. Donc, c'est pourquoi la troisième partie est essentielle. Donc, l'auteur affirme que le système de désignation est contraire à la démocratie. Et pour l'Abako, ce système risque d'entraîner des troubles si eux-mêmes ne choisissaient pas leurs autorités. Donc, ils transforment ainsi une revendication électorale à une question de principe. La paix dépend du respect de la volonté populaire et non de leur volonté à eux qu'ils imposaient aux Congolais. Donc, en ce sens, ce texte est bien davantage qu'une profession de foi sur la collaboration. Donc, c'est un manifeste politique préélectoral destiné à convaincre l'administration belge qu'elle ne peut plus continuer, qu'elle ne peut plus contrôler la représentation politique congolaise sans compromettre la légitimité du processus et à terme la stabilité du pays. Donc, c'est cette articulation entre modération et fermeté des revendications qui lui donnera portée politique. Donc, c'est un texte vraiment riche que moi, qui aujourd'hui peut éclaircir beaucoup de choses, moi, je pense. Puis c'est écrit vers les années 50. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je pense que laisser aux gens choisir eux-mêmes leurs représentants, c'est une grande partie de la démocratie et qui doit être suivie, je pense.
Merci, merci de ton intervention. Ça éclaire un petit peu la notion de la politique dans la société, Mm. de liberté de choix au peuple de choisir. C'est que revendique un peu la Abaco, après d'avoir compris le mécanisme de séparatisme que les uns et les autres voulaient s'imposer au sein de la société. Et je pense aussi ce qui fait la force de ce texte, il n'appelle pas à la violence, Hmm. mais il retire progressivement toute légitimité au système colonial tout en laissant à la Belgique la possibilité d'organiser une transition négociée. Ouais. Donc, de ce point de vue, l'ABACO adresse un message clair. Accepter une évolution démocratique tant qu'elle peut encore se faire dans le dialogue. Donc, c'est ce que l'ABACO veut dire aux colons. Les uns diront que c'est justement ça le comble de la sagesse Congo qui Hmm. s'est exprimé.